Petit, pourquoi pas Petit. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans le Mur des légendes, numéro 33 consacré à François Ludo, avec évidemment Boris et Rome pour cette émission. Bonsoir messieurs. Salut Damien, salut Boris. Bonsoir et dzień dobry à tous les Polonais du réseau. Tous les Polonais, parce que François Ludo, Boris, de son nom complet François Ludwikowski. Voilà, cette fois il avait préparé. Ouais, cette fois c'est bon. Et en plus, il est plus facile celui-là quand même. Oui. Il est un peu plus facile, ouais, effectivement. C'est raisonnable. On l'a quand même raccourci en Ludo, mais oui. Ça restait jouable. Oui, et encore, on le rappelle, hein, c'était pas du tout pour une question de flocage à l'époque, puisque le flocage à l'époque il n'y en avait pas. Hein. Donc on n'avait pas abrégé exprès, hein, mais voilà. François Ludo, du coup, messieurs, on a l'habitude maintenant de faire nos sauts dans le temps jusqu'aux années 60, mais là c'est même encore un peu plus, et avec l'émission qui va suivre encore après derrière, ce sera même encore aussi un peu plus. On sera vraiment tout début des années 60, mais principalement dans les années 50. Avec François Ludo. Rome, première question, j'ai envie de me dire, j'ai presque envie d'instaurer cette question traditionnelle qui pourrait devenir une question traditionnelle. À quel chanteur penses-tu quand François Ludo? J'en ai sur François, mais sur Ludo, ouais, non, ça me parle moins déjà. J'avoue que ça fait un peu nom de chanteur des années 70-80, oui. Quoi. Ouais. Genre nom d'emprunt, un peu un faux nom, quoi. Du Frédéric François, du Claude François, quoi. Oui, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, mais non, sinon, il me fait pas penser à un chanteur, mais par contre, ouais, il me fait penser à un des tout premiers grands noms de l'histoire du club. On en parlera avant tout de par sa longévité, et parce qu'on peut tout de suite attaquer, donc il arrive dès 53, donc je pense que oui, c'est le joueur le plus ancien qu'on a fait depuis le début qu'on s'attaque au mur des légendes. Mercato particulier, ce mercato d'été 53, puisque c'est la première fois que Monaco accède à l'élite, à la division 1 française, après une belle saison en D2 conclue à la seconde place, vu qu'on n'avait pas été champion, on le rappelle, de D2 avant qu'on le fasse là, il y a peu avec les Russes. Ouais. Et donc voilà, ça a été 53-54, il fait partie des joueurs qui arrivent. Alors j'ai noté aussi un Roger Van Doren qui parlera pas forcément à grand monde, des Jean Saunier, Théodore Brinek, mais par contre un Henri Skiba, lui pour le coup, qui va avoir de l'importance puisqu'il va être notre meilleur buteur sur cette saison de montée avec 14 buts, joueur allemand puis naturalisé français. Et c'est beaucoup de joueurs globalement avec de l'expérience, et pour le coup Ludo est un peu plus jeune, mais il a déjà une petite expérience au RC Lens, vu qu'il sort de 4 saisons à Lens. Absolument, Boris. François Ludo, formé, c'est peut-être un peu exagéré à l'époque, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est passé par le RC Lens, comme un qu'on avait vu il y a 2 semaines, en l'occurrence, et un autre compère polonais. Décidément, je crois que le Nord semblait être une terre d'adoption pour les immigrés polonais. C'était Théo. Ouais, deux joueurs que, puisque tu ne m'as pas posé la question, ça me faisait penser. C'est Ludo, je me la pose. Moi-même, j'ai toujours associé beaucoup ces deux joueurs, ne serait-ce qu'en fait, quand t'es gamin, tu comprends pas trop Ludo et Théo, comme ça ressemble pas vraiment à des noms, et on a appris la raison depuis, c'est pas vraiment leur nom de famille, mais effectivement des joueurs assez similaires, des immigrés polonais dans le nord de la France, deuxième génération déjà, des gens qui sont nés sur place, qui sont nés dans la région de Lens, et François Ludo qui était né en 1930 et qui a été formé effectivement au RC Lens, qui à l'époque est une
petite équipe de Ligue 1. Les classements sont pas. C'est plutôt une équipe qui joue la deuxième partie de tableau, mais pour le coup qui est une équipe de Ligue 1, ce qui est pas l'AS Monaco, et l'AS Monaco qui va réussir à l'attirer en 53 dès la première saison, et ce qui en fait effectivement probablement à mon avis le joueur le plus ancien qu'on verra dans ces émissions. Oui, non, ça c'est une certitude. C'est même une certitude. Oui. Alors pas le plus vieux en âge. En tout cas, si on parle là en date de naissance, c'est 1930. Un Zitouni qu'on abordera la semaine prochaine, c'est un 1928 en année de naissance. Mais voilà, c'est vrai que là, on va vraiment aborder, pour le coup, avec les 2 émissions qui se suivent, 2 joueurs dont le cœur et le principal, les années principales se situent vraiment dans les années 50. Exclusivement pour un, et vraiment un petit peu débordé sur le début des années 60 pour François Ludo. Il y aurait peut-être un Pironi ou un Raoul Conti comme joueur un petit peu marquant, mais qui absolument. Raoul Conti, pas une émission non plus. Raoul Conti, qui était en fait la première star de l'AS Monaco, vraiment, qui avait marqué notamment le 100e but en Ligue 1 de l'histoire du club, parce que bon, là on a passé le 3500e avec Ben Yedder il y a peu. Donc ça m'avait donné l'occasion de refaire une petite chronologie et un petit temps de passage. Il va nous reparler d'Alger. Pour la diagonale, oui, le millième pour d'Alger. Voilà. C'est parti. Tu m'as lancé, tu me l'as offert sur un plateau. Il le fallait. Notons que trois légendes se sont disputées le millième. Jean Petit, Delionis et Christian d'Alger. Voilà, ils auraient pu tous les 3, mais finalement c'est d'Alger qui l'a eu. Mais voilà, donc François Ludo, on est obligé évidemment de faire un effort assez considérable pour revenir sur cette période-là. Et alors c'est intéressant aussi, Rome, parce que c'est vrai que tu répètes souvent sur les joueurs des années 60 que on dit beaucoup de choses sur cette période-là, des années 60, etc. Là, pour le coup, on va pouvoir un petit peu changer. Et Boris, et tu en as un petit peu parlé, avec cette montée en Ligue 1, donc la première saison de l'ASM en 53-54. En Ligue 1, et du coup, une période un petit peu différente où Monaco n'est pas encore à son apogée, son âge d'or, début des années 60, mais plutôt devient un peu l'étoile montante de la France, enfin en tout cas du championnat de France. Ouais, bon, on va rester sur le côté collectif. Les 2 premières saisons sur la remontée, c'est 2 saisons moyennes, on finit 10e puis 14e, donc bon, c'est 2 saisons de promu. D'ailleurs, il y a un joueur dont on va parler qui arrive, dont on va parler la semaine prochaine, qui arrive lors du mercato suivant. Mais par contre, après, quand on regarde quand même le reste de la décennie 50, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Il y a déjà les 2 premiers podiums dès la 3e et dès la 5e saison en Ligue 1. Et globalement, Monaco finit toujours dans la partie haute du tableau. Il y a de la 5e place, de la 4e place, jusqu'à cette première victoire en coupe en 1960. Ludo est toujours évidemment présent au club, puisque, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais il fait 9 saisons. Ouais, non. Donc il est au club de 53 à 62. Et donc, il est forcément de ce premier titre. Il est de la montée, enfin, il n'est pas de la montée, mais il est du premier Monaco de Ligue 1. Il est des premières années du club dans l'élite et des premiers titres du club. Après, c'est plutôt une décennie en fait qui est pas si mal en fait. Si tu regardes bien, c'est loin d'être la pire en fait des décennies. C'est vrai qu'on a parlé de la décennie 70 dans différentes émissions. Qui je pense est peut-être la pire, oui. Ouais, je pense que celle-là c'est clairement. Mais même la décennie 60 en fait, évidemment, elle commence sur les chapeaux de roue. Mais après, il y a vraiment 4-5 saisons de suite de très très mauvais niveau. Alors que globalement, la décennie 50, on est toujours, c'est ce que je disais, 5e, 3e, 8e. Il manque toujours un petit truc. Souvent, ce petit truc qui s'appelle le Stade de Reims. Mais on est là, quoi. On est, comme tu le disais, une étoile montante du championnat à cette époque. C'est ça. Et Boris, François Ludo, lorsqu'il arrive de Lens, c'est plutôt un ailier. Et en fait, on va progressivement le repositionner. On va le faire à chaque fois reculer un petit peu d'un cran. Un Patrice Evra avant l'heure. Ouais, il va beaucoup jouer à Monaco sur essentiellement deux positions, plutôt milieu, ce qu'on pourrait appeler milieu défensif,
Inter, ce qu'on disait à l'époque, ce qui ne va pas forcément parler à grand monde aujourd'hui. Mais voilà, il faut revisualiser à l'époque un espèce de schéma en 3-2-2-3, ce qu'on appelait le WM, et où lui va jouer soit cette position devant la défense, soit un petit peu plus tard, et parfois en alternance, même un des 3 postes de la défense, plutôt côté, donc axe gauche essentiellement, de ce que j'en ai compris, parfois axe droit, mais pas vraiment le poste du libéraux. Donc voilà, des positions plutôt défensives chez nous. En tout cas, un joueur finalement très polyvalent. Aussi en défense centrale, puisque notamment on en parlera la semaine prochaine lorsque survient l'épisode avec Zitouni. On va trouver en Ludo une solution de remplacement justement dans l'axe. Donc voilà, c'est un joueur qui finalement a beaucoup progressé avec l'AS Monaco, qui a été énormément aligné, Rome. On va y revenir parce qu'il tient quand même la dragée haute à beaucoup de joueurs parmi les plus capés. Et en fait, on voit quand même sur 5 saisons qui passent sur les 9, il est le joueur le plus utilisé. Ouais, de toute façon, on le verra. Il fait partie des joueurs à plus de 300 rencontres. Et c'est vrai que quand on lisait, quand on a réussi à trouver quelques éléments sur lui, moi, ça m'a fait un peu penser à ce qui devait certainement être le Claude Puel de l'époque, quoi. Le joueur jamais le meilleur, pas le plus doué, mais en même temps essentiel au rouage de l'équipe. Et après, sur le côté changement de poste, pour le coup, il me fait penser à un autre joueur de la même période, c'est Hidalgo. Hidalgo qui, lors du titre de 61, est clairement un joueur très offensif, alors que Ludo est passé milieu de terrain, et lorsque Ludo va partir, c'est lui, Hidalgo, qui va reculer et venir prendre sa place au milieu de terrain, à côté, par contre, d'un Biancheri qui, lui, ne bouge pas. Donc, un peu... Après, c'était, voilà, on l'a dit, souvent répété, c'était quand même un football assez différent. Les joueurs étaient un peu plus, on va dire... interchangeables entre eux, à l'exception peut-être des défenseurs qui étaient un peu plus fixés à leur poste. Mais c'est vrai que il y avait, c'est pas étonnant souvent de voir pour un même joueur sur une même carrière évoluer vraiment de l'attaque au milieu de terrain à minima, voire à de rares occasions comme Ludo jusqu'à la défense. En tout cas, que ce soit de la défense ou du milieu de terrain, Ludo avait quand même gardé aussi ses velléités offensives, et j'en veux pour preuve un petit passage qui parle de lui à l'époque, donc c'est dans Sud-Ouest. Détends-toi Boris, je ne vais pas te lancer dessus. Je te sentais palpiter un peu là, t'inquiète pas, je gère. J'en veux. Ouais, je suis pas un grand lecteur. J'en veux pour preuve donc cette. Surtout rugby. Ouais, ouais, effectivement, c'était à l'époque Sud-Ouest, c'était encore un quotidien de sport de niche. Mais très bien. Voilà. Non, on plaisante, mais en tout cas. C'est juste le deuxième sport national. Mais... À l'époque, peut-être pas, mais bon. Ah non, à l'époque, non. Bah oui, non. Mais en tout cas, pour la plaisanterie, mais c'est vrai que Sud-Ouest est en l'occurrence dans ce mur des légendes un apport absolument précieux pour ces émissions, je tiens à le préciser. Et donc du coup, au lendemain de la finale de Coupe de France dont on a un petit peu parlé, donc ce premier trophée acquis en 1960 face à Saint-Étienne, et notamment après la prolongation, qui a vu donc François Ludo marquer le dernier but à la 104e minute, eh bien on pouvait lire sur Ludo, il excella en défense quand son équipe subit la loi de l'adversaire et fut le premier à lancer des contre-attaques quand les Stéphanois accusèrent des signes de fatigue au cours de la prolongation. Ce fut d'ailleurs au terme de l'une d'elles qu'il obtint le but libérateur. Donc voilà, un joueur, comme je disais, qui finalement n'avait pas perdu ces quelques réflexes de l'ancien ailier qu'il avait pu être, et qui donc savait aussi se projeter vers l'avant. Et comme tu disais, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Rome, c'est-à-dire que plus que des joueurs interchangeables, on a l'impression que peut-être plus de liberté aussi dans les mouvements tactiques, etc. C'était peut-être aussi beaucoup de ça dont il pouvait s'agir à l'époque. Premier trophée du coup 1960, Boris, et puis enfin le premier championnat l'année d'après.
Ouais, l'AS Monaco qui gagne en 61, donc, du coup un championnat et un challenge de la Ligue ou coupe Charles Drago. C'est pas un vrai trophée. Quand même, on sait que tu les affectionnes, Damien. Et il l'a pas joué ce challenge de la coupe. Ah, il le joue pas. Ouais. Donc il n'est pas comptabilisé malheureusement. Allez, on va même pas lui compter alors. Là, c'est un demi-trophée quand tu le disputes même pas. J'avoue que un trophée qui se joue sur. Ça fait pas beaucoup. Ouais, c'est un peu léger. En plus, on perd le trophée des champions, si je dis pas de bêtises, contre Reims en 61. Tout à fait. Mais voilà, François Ludo, qui au terme. Un petit peu comme des joueurs qui ont plus récemment rejoint l'aventure assez tôt à l'AS Monaco sur la période Rybolovlev, soit en Ligue 2, soit dès la première année, qui ont été récompensés au bout de plusieurs années de longévité, de fidélité. François Ludo qui va goûter assez peu de Dira en fait. Ouais, il y a du Dira, il y a du Subasic, il y a du oui. Vous mettez qui vous voulez derrière, du Fabinho si on veut être plus sympathique, puisque finalement Ludo n'arrive que en D1, il ne s'est pas abaissé à la D2, avec nous, mais voilà, Monaco qui a tourné autour, plus ou moins, qui a eu 2 ou 3 podiums sur les années précédentes, qui est quand même souvent dans le top 5, qui s'est rapproché pas mal depuis quelques années et qui va enfin concrétiser en 1961 et permettre à François Ludo d'avoir les deux titres les plus importants sur le plan national qu'on a pu avoir à l'AS Monaco. Et donc précision que cette saison-là, François Ludo va jouer donc 60-61. François Ludo va jouer 43 rencontres quand même, ce qui n'est pas rien, ce qui est un total assez élevé à l'époque notamment, puisqu'il y a 5 matchs de challenge de la Ligue. Et donc voilà, 43 matchs cette saison 60-61, qui fait encore une fois de François Ludo le joueur le plus utilisé lors de cette saison. Et encore une fois, un petit exemple, parce que ça permettra aussi de faire la transition avec une partie que tu aimes bien, Rome. Mais sur le plan des sélections, j'ai relevé cette citation de Jean-Philippe Rétaquet, ou Rétaquer, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer, qui était donc un journaliste de l'époque de l'équipe, et qui parlait sur un des matchs quant à Ludo, il a dominé la situation de la tête et des épaules. Les sélectionneurs ne prendraient pas beaucoup de risques en choisissant un garçon aussi solide et aussi sérieux. Alors Rome, justement, l'équipe de France, les sélectionneurs ne l'ont pas beaucoup choisi, ce garçon si solide et si sérieux. Non, comme beaucoup de joueurs dont on a parlé, lui c'est vraiment le summum, parce qu'il n'y en a qu'une de cap, elle est en 61, donc c'est une belle année pour lui, titre de champion et sélection, mais ça sera la seule. Et voilà, encore une fois, on en a parlé pour les Hidalgo et autres Kossou, qui en a peut-être lui un petit peu plus, mais à chaque fois quand même ça se limite vachement. C'est vrai qu'on n'était pas dans les petits papiers, on va dire, de la Fédé, et à l'exception d'un joueur qu'on fera dans quelques temps, Kelbel et Arteleza, malgré tout, peu en fait ont eu réellement leur chance en équipe de France, alors que Monaco était quand même sur le sommet du championnat. À cette époque-là, les joueurs ne jouaient pas à l'étranger, donc a priori tes meilleurs éléments de ton championnat, ils devaient être en équipe de France. Et c'est vrai que c'était beaucoup de Rémois et beaucoup de Lillois aussi. Si tu regardes les différents groupes de l'équipe de France, c'est beaucoup les équipes du Nord qui dominent les sélections, enfin la sélection. Oui, donc voilà, une seule petite sélection du coup pour François Ludo, peut-être assez logique, le sentiment que les bons joueurs, en tout cas les joueurs fiables, peut-être pas assez renommés, peut-être pas assez forts non plus, pas assez clinquants, peut-être pour mériter aussi de s'inscrire. Si on l'a comparé à Claude Puel, il y aurait une certaine logique aussi. Ouais. Puel, pour le coup, lui, n'a pas eu la chance d'y goûter. Non, c'est vrai. En tout cas... Voilà, François Ludo, du coup, pas forcément très évident de ressortir beaucoup d'éléments sur lui. On en a quand même ressorti quelques-uns qui ont permis de dessiner un petit peu dans les grandes lignes ce à quoi on pouvait s'attendre avec ce joueur-là. Mais surtout ce qui fait aussi un petit peu l'intérêt de ce joueur, c'est principalement ses statistiques, Boris. Qui le classe très très haut dans les KP à Monaco.
Ouais, bah, il est à ce jour encore et potentiellement ça devrait quand même ça peut durer un moment, hein, parce que c'est des chiffres aujourd'hui compliqués à aller chercher. On a vu pas mal de joueurs s'approcher de la barre des 300, mais jamais la dépasser. Lui, il a tapé les 319, si je dis pas de bêtises, et ça en fait le 7e joueur le plus capé de l'histoire de l'AS Monaco. Et si on prend même que la Ligue 1, c'est le 4e. Derrière, des joueurs dont on a évidemment Ettori, Puel, et je crois que c'est Ambrose qui est juste devant. Donc derrière, quand même du beau monde, hein, forcément, à l'AS Monaco. Il est, je crois, au global juste derrière un Marcel Dib qu'on a fait il n'y a pas très longtemps aussi. Donc voilà, ça situe évidemment le bonhomme en termes de longévité, figure tutélaire, marquante de la décennie 50, tu le disais, qui a débordé un petit peu sur les années 60, mais voilà, c'est vraiment un joueur emblématique qui était tout le temps titulaire, tout le temps et souvent le plus capé sur une saison. Donc voilà, joueur fiable. Joueur fiable. C'est Marcel Dib le dernier à avoir atteint les 300, ou c'est Puel, parce qu'il faut voir au niveau des... Parce que Puel en a beaucoup plus, mais Puel a joué jusqu'à début de saison 96. Puel a tapé les 300. C'est quand est-ce qu'il a franchi la barre des 300, en fait, ma question. Est-ce que c'était avant que Dib ne le fasse? Faudrait qu'on regarde, en fait. Mais... Ah oui, dans ce sens-là. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est pas d'accord. C'est quand même très probable, hein, parce que Puel, il a commencé 4 ou 5 ans avant. Hein, donc... Puel a disputé 3 matchs déjà en 78-79. Oui, donc c'est certainement Dib le dernier, du coup. Oui, peut-être Sonor, hein, parce que je vois que Sonor... Sonor en a 315, mais pour moi, Sonor, il part avant. Sonor part en 95. Donc... Ouais. Bon, en tout cas, on vérifiera ça, du coup, à l'occasion de l'émission Claude Puel, du coup, puisqu'elle viendra avant celle de Luc Sonor. Mais voilà, ce qui fait aussi... ce qu'on voit aussi, du coup, sur les statistiques de François Ludo, c'est qu'il n'y a que 2 rencontres de Coupe d'Europe également. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien regarder. À l'époque, de toute façon, quand on était sur la décennie 60, il n'y avait eu que 6 rencontres disputées. Donc la plupart des joueurs dont on a parlé jusqu'à présent en avaient entre 4 et 6 à peu près, on va dire, selon s'ils avaient joué. François Ludo, lui, n'a fait qu'une seule campagne, du coup, la toute première, là aussi, pionnier. Tu reviendras sur ça un petit peu, Boris, justement, cet esprit pionnier que tu voulais défendre, sur lequel tu as longuement hésité, en fin de compte. Pas de spoiler. Ouais. Et donc voilà, 2 matchs, donc c'était face aux Glasgow Rangers, mais tout de même 3 trophées pour François Ludo. C'est bien Luc Sonor, hein. C'est bien Luc Sonor le dernier. Oui. J'ai vérifié. D'accord. Très bien. Fact-checking, merci. C'était rapide. On va bosser à France Info. Voilà. Le vote, du coup, maintenant, pour François Ludo. Est-ce que François Ludo peut figurer sur le mur des légendes? La réponse est donc non. Alors, pour nous, on n'a pas vraiment hésité. Le seul qui a vraiment hésité, en fin de compte, c'est toi, Boris. Ouais, j'étais parti quand même sur un non, et en me replongeant dans la carrière de par la longévité, parce qu'au final, de tous les joueurs qu'on jouait à cette époque, c'est celui qui a la plus grosse longévité, qui a le plus de matchs joués. La fiabilité sur plusieurs saisons, le palmarès, alors évidemment, qui est moindre que plusieurs des joueurs qu'il a côtoyés, qui sont restés jusqu'en 1963, mais qui est quand même une coupe, un championnat, ça a suffi à beaucoup de joueurs, hein, pour prétendre à être sur le mur. Il y a cette coupe en plus où il marque le but, on va pas classer les buts, mais c'est peut-être le plus important. Il marque le 3e dans la finale face à Saint-Etienne, donc celui qui nous permet de prendre l'avantage. Donc voilà, il y a ce côté un peu pionnier, on l'a dit, il est présent dans la première équipe de l'histoire de la division 1 de l'AS Monaco, il va la mener jusqu'au titre. C'est probablement un peu léger sur la qualité du joueur, le talent, en fait, c'est plus à la fin, ce sur quoi moi j'ai tranché, c'est que je pense qu'il en reste autant. Théo qu'on a fait il n'y a pas longtemps, on nous parle beaucoup du joueur, on retrouve pas mal de choses sur la qualité du joueur que ça pouvait être, et les esprits qu'il a marqués. Il y a moins de choses comme ça qui ressortent sur Ludo, et c'est difficile d'y voir plus qu'un nom, en fait, aujourd'hui, qui est un nom qui est très présent, qui est très marquant, qui dure longtemps, mais le joueur en tant que tel peut-être
peut-être un peu moins, un peu plus oublié, un peu plus difficile de projeter la qualité du joueur que ça peut être. On n'a évidemment pas vu de matchs, donc voilà, un joueur qui ferait une carrière comme ça aujourd'hui, on serait sûrement peut-être plus enclin à le mettre. Encore que voilà, on a eu Marcel Dibb il n'y a pas longtemps qu'on n'a pas mis, qui a peut-être en termes de niveau de parcours finalement assez proche, le même type de palmarès, le même type de longévité, quelques apparitions en équipe de France, mais sans jamais s'imposer. Donc voilà, je pense que c'était un peu juste. C'était le côté pionnier, comme tu le soulignais, où j'aimais bien cette idée d'avoir un peu le premier joueur marquant peut-être de l'histoire du club. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu l'as mis dans ton vestibule ? Ouais, par contre, il est vraiment dans... Et c'est ce que je vous expliquais, en fait, le vestibule, il commence à être large, mais bon, on a une grande maison, hein, c'est pas un souci, mais dans le vestibule, voilà, il y a ceux qui grattent à la porte, et lui, il est dans ceux qui grattent à la porte. Il est avec Marcelo Gallardo, et il tape fort à la porte. Par contre, il y en a, ils sont dans le vestibule, mais ils sont assis, ils lisent un magazine, un Paris Match ou un truc comme ça. Donc, eux, ils sont plus loin. Il y a des hiérarchies. Je suis assez d'accord. Il y a plus de monde dans le vestibule que sur ton mur maintenant, je crois. Je sais pas. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a pas vraiment fait hésiter non plus, mais c'est que souvent, quand on a parlé en tout cas de Jean Petit, quand on a parlé de Julie, quand on a parlé d'Elionis, non, parce que c'était plutôt plus Jean Petit du coup, mais Manu Amoros, c'était des joueurs qui représentaient une décennie pour le club. Pour les années 60, c'est un peu plus compliqué réellement peut-être plus Hidalgo, Théo, Fouvoire, enfin bref, on s'en fout. Par contre, c'est vrai que pour les années 50, ça semble clairement lui quand même qui la représente le mieux. Mais malgré tout, c'est aussi une décennie qu'il représente, mais c'est une décennie sans titre. Et les titres, ils arrivent quand il n'est plus le joueur clé, la star de l'équipe, même s'il a priori jamais été la star, il était quand même une des pierres angulaires. Donc moi, c'est un peu pour ça que je l'ai pas mis. Par contre, on n'en parle jamais, c'est vrai, parce que de tous ces joueurs dont on parle, on en avait vaguement parlé la dernière fois quand même, c'est qu'ils sont tous morts, presque. Ouais. Et lui, en plus, a eu une fin quand même assez tragique, parce qu'il a fini amputé des 2 jambes, et mort à peine plus de 60 Fabregas. ans. C'est pas faux. Et mort à un peu plus de 60 ans en 92, je crois. Donc, triste fin quand même pour François Ludo. Ouais. Il est l'oncle d'Éric Sicora. J'allais le dire. C'est quand même l'info what the fuck. Ouais. Mais note bien, alors justement, c'était des légendes du RC Lens. C'est quelque chose que je voulais te lancer, sur lequel je voulais te lancer tout à l'heure, Rome. Double prénom, même si celui-ci est un petit peu... c'est pas un vrai. Voilà, il n'est pas tout à fait vrai, mais... il n'y a rien, alors on n'a pas trouvé de choses de lui, d'un passé criminel, mais il y a quand même une fin un petit peu gore, avec les 2 guitares coupées. C'est triste, hein. Voilà, il y a quand même quelque chose. C'est une maladie. Hein. Oui, effectivement. C'est une amputation médicale, je veux dire, c'est pas parce qu'il a eu un accident de moto ou je ne sais quoi. C'est vraiment un choix par rapport à une maladie. Mais non, c'est malheureux pour lui. Ouais, voilà. Une fin assez triste et surtout très jeune, donc à 62 ans. Voilà, l'occasion aussi de rendre hommage à toutes ces personnes qui sont disparues, mais qui ont fait la gloire quand même de l'AS Monaco. On parlait du niveau. Bon, moi, de mon côté, j'ai pas trop hésité non plus, parce que le niveau aussi, sur cette époque-là, a une grosse incidence, je pense, quand même, à un moment donné, sur la legacy. Et ce qui fait qu'un type comme Théo s'imposait assez naturellement, c'est parce que voilà, la réputation du joueur le précédait un petit peu, ce qui est forcément moins le cas pour François Ludo. Donc à partir de là, c'est vrai que c'était quand même... il avait fait la moitié du chemin, il avait 2 critères sur 4, mais bon, c'était peut-être il manquait un petit peu. Il est parti au mauvais moment. Je pense que s'il partait 2 ans plus tard avec 2 titres supplémentaires dans la poche, on re-questionnait un petit peu tout ça. Mais bon, malheureusement, il est parti. Oui, parce juste que là, avant en plus, il aurait tapé la barre des 400, donc Boris lui aurait mis 5 étoiles en longévité. Non, parce qu'il n'aurait pas fait toute sa carrière à Monaco. Ah ouais, merde, c'est vrai qu'il y a aussi ce critère-là. Excuse-moi.
C'est vrai. Mais bon, voilà. Et évidemment, pour rappeler le vote des auditeurs, 82,3 de non. Bon, je pense que... La Legacy. Ouais, voilà. Je pensais... la question, c'est Boris. C'est qui François Ludo? Voilà. Je peux pas le lancer en impro non plus, Boris. C'est pas le Ludo le plus connu de l'histoire de l'AS Monaco. Non. Un petit coup d'œil du coup sur le mur. Nous avons donc refusé Marcel Dib la semaine dernière et nous refusons l'entrée, j'espère qu'il nous en voudra pas, de François Ludo sur ce mur. Donc on le voit avec Théo comme dernier entrant. Je le disais justement tout à l'heure, la prochaine émission sera consacrée à un autre défenseur, qui plus est, un autre joueur donc vraiment de la décennie 50 et un joueur avec un parcours et une histoire tout à fait singulière, enfin pas tout à fait singulière parce qu'il l'a partagé avec d'autres, mais voilà, une histoire peu commune en fin de compte et très très intéressante à raconter. Donc ce sera l'occasion du coup de parler de Mustapha Zitouni. Merci donc Boris, Rome, pour votre participation. Et toujours un plaisir. Et tout, voilà. Et le prochain rendez-vous du coup, ce sera ce jeudi, ce sera la Ligue Europa, pardon. Ce sera donc Braga qui reçoit Monaco pour le match aller des 8e de finale, en espérant évidemment prendre peut-être une bonne petite option, peut-être, ou en tout cas faire un bon résultat. Nous verrons bien. Espérons que le succès face à Marseille donnera un petit peu d'allant à cette équipe. On peut l'espérer. Ça me fait penser d'ailleurs du coup tout ça est bien vendu. Ça me fait penser, tu sais, quand tu as dit tout à l'heure, voilà, gagner une coupe ou un championnat. Il y en a certains ils s'en seraient contentés. Ça m'a tout de suite rappelé les mots de Philippe Clément avant la demi-finale contre Nantes, en disant que c'était important pour le groupe parce qu'il y a des grands joueurs qui sont passés par Monaco qui n'ont jamais gagné la Coupe de France, comme Henry, Trezeguet, tout ça, et un petit paquet, ouais. Et c'est vrai que voilà, eux visiblement, voilà, ils avaient envie de s'inscrire dans l'histoire. Raté. Rendez-vous l'année prochaine. Ouais, avec plus grand monde par contre. Allez. Bon, sur cette note heureuse du coup, rendez-vous pour le débrief de Braga-Monaco, également dimanche pour le débrief de Strasbourg-Monaco, et la semaine prochaine du coup l'émission numéro 34 consacrée à Mustapha Zitouni dans le mur des légendes. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Dagui Monego. Ciao ciao. Et bisous.